Samuel, Léon qu'on a vu. Bon, voilà. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, mais écoutez, on va commencer. Hein. Donc, le but de cette intervention, c'est de vous rappeler un peu comment vous pouvez bénéficier dans le cadre de BSI de ce qu'on appelle le BSI Lab et que j'anime, qui est une sorte de ressource virtuelle destinée à vous accompagner dans vos travaux de thèse. Alors, pour présenter ces interventions et les situer, un bref rappel du cheminement sur la question de thèse qui doit vous conduire, sur le fait de mener une thèse, qui doit vous conduire d'une question de recherche à des recommandations managériales. Alors, pour essayer de décrire ça, on peut se référer à Dewey, qui est un philosophe des sciences et sociologue américain, qui a surtout travaillé dans le domaine des sciences sociales et des sciences de l'éducation, mais qui nous dit que finalement, une recherche, c'est partir d'incertitudes et de doutes qui proviennent de l'expérience, de ce qu'on constate dans la vie quotidienne, pour évoluer progressivement vers la thèse, qui est l'exercice qui consiste, au terme d'un processus de recherche, à partager des informations et arguments à l'appui de nouvelles connaissances et de propositions d'action managériale. Ces informations et ces arguments lèvent le doute initial sans le réduire radicalement et le succès de la thèse, et le mot qui est important là, c'est le mot partage. La thèse est réussie à proportion de la qualité du partage et du fait que dans ce temps de la défense, qui consiste à partager les résultats du processus de la recherche, les doutes et incertitudes initiales se trouvent soulevés. Donc, une recherche, c'est amener de la clarté et amener un peu plus d'assurance par rapport à une situation confuse et incertaine, qui est la situation de départ, pour amener, sous la forme d'informations et d'arguments, une connaissance nouvelle qui va fonder de nouvelles actions managériales. Donc voilà, pour l'idée générale, progresser du complexe, confus, vers le plus clair, plus ordonné, permettant d'appuyer des propositions managériales. Et c'est ça qui est très important dans le cadre notamment de BSI, c'est que ce n'est pas la connaissance pour la connaissance qui est recherchée, c'est la connaissance pour l'action, de même que la question de recherche se trouve ancrée dans les incertitudes, les doutes, les désirs aussi, liés à l'expérience de l'action managériale. Alors, cette enquête, c'est ainsi que Dewey nomme le travail de recherche, consiste à observer, collecter, concevoir, analyser. Et pour préciser un peu ce travail, et c'est à cela que le BSI Lab peut vous aider à observer, à collecter, à concevoir et à analyser. Et pour préciser tout ce travail-là, je vais me référer à un autre auteur qui est Karl Popper, qui, lui, décrit le processus de recherche en faisant référence à trois mondes. Le monde en haut des idées, des théories, des modèles, c'est le monde que vous découvrez avec vos premiers séminaires de BSI, où vous voyez que des chercheurs ont écrit sur des questions abstraites, souvent, qui sont en relation avec des faits, mais qui s'expriment d'abord sous la forme d'idées et de théories. D'une part, c'est le monde 1. Et puis le monde 3, contexte, phénomène, acteur, action, c'est celui d'où vous venez. Vous venez des organisations, des travaux que vous entreprenez, chacun dans vos métiers, dans vos entreprises, et qui vous amènent à connaître des contextes qui sont une ressource, qui parfois sont un obstacle, et qui se manifestent sous la forme de phénomènes, des événements qui interviennent, des acteurs, des actions que vous cherchez à entreprendre. Bref, ce qui fait le tumulte de l'action,
Alors je parle de mots tumulte pour indiquer que, à la différence de ce qu'on va trouver dans la littérature, on est dans un monde beaucoup moins ordonné que celui des idées, des théories et des débats, même si dans ce monde-là, il y a aussi une complexité du fait de la multiplicité des théories qui peuvent s'affronter. Entre l'abstraction des théories, de la littérature, le caractère extrêmement concret du terrain, des phénomènes, des contextes, eh bien, Popper nous dit qu'on peut concevoir le travail du scientifique comme le travail qui consiste à mettre en œuvre des méthodes, des outils consistant à produire des données. Qu'est-ce que c'est que les données? Eh bien, les données, c'est ce qui vient se poser entre les idées et les phénomènes. Prenons un exemple. La théorie économique définit la performance comme ce qui résulte de la mise en œuvre d'input et qui produit un certain output. Donc, toute action revêt une certaine caractéristique de performance. Voilà l'idée, voilà la théorie. Dans les faits, je peux observer des résultats sous une forme multiple. Eh bien, des résultats économiques, des résultats sociaux, des résultats techniques. Eh bien, je vais dire que une donnée est une information ancrée sur un phénomène et qui éclaire une idée. Par exemple, un ratio de rentabilité qui va être ancré sur les données comptables et que je vais prendre comme indication de ce que j'appelle la performance. Donc, pour Popper, le scientifique est celui qui articule le monde des phénomènes avec le monde des idées, et il le fait par la production de données au terme d'un travail de collecte et d'analyse. Et ce sont ces données qui vont permettre de mettre de l'ordre dans la confusion initiale, dans les doutes et les incertitudes que révélait, dont Dewey parle. Alors, ainsi, le travail de recherche va consister à articuler idées et phénomènes. Et ceci est une des caractéristiques qui permet de dire qu'il ne peut pas y avoir de thèse de Dibier sans qu'il y ait ce travail d'articulation. Nécessairement, une thèse s'appuie sur un travail d'observation et d'analyse, et ce travail d'observation et d'analyse, c'est ce qui a consisté à faire se rencontrer ce que vous découvrez en allant vers la littérature, que vous apportent les différents séminaires, vos lectures, de vous faire rapprocher ces idées de ce que vous vivez quotidiennement dans vos actions de manager. Alors, ce travail peut se faire d'une manière déductive ou inductive, selon que vous partez des théories ou que vous parlez du terrain, mais en tout cas, il est absolument indispensable que cette articulation se fasse. Cette articulation peut se faire sur des données quantitatives ou qualitatives. Alors, quantitatives, ce sont des chiffres, qualitatives, ce sont des mots, des paroles, des expressions. Pour ce qui concerne la collecte, les méthodes d'analyse, elles peuvent être aussi bien statistiques que qualitatives pures et reposer uniquement sur la compréhension de ce qu'on lit, sur la synthèse et sur l'organisation des idées que la lecture ou que l'écoute d'entretien peut faire ressortir. Donc, c'est ce mouvement-là qui va être la spécificité du travail de recherche, produire des données, les analyser. Ces données mettent en relation le monde des idées et le monde des phénomènes, et c'est grâce à elles que vous allez, d'une part, pouvoir progresser vers une connaissance nouvelle, mais aussi que vous allez pouvoir fonder votre contribution sur ce que Popper appelle le rationalisme critique, c'est-à-dire que ces données
vous allez les traiter en scientifique, non pas comme simplement la répétition intuitive de ce que l'on observe, mais en produisant avec une certaine distance le travail d'observation qui consiste à mettre en question ce que l'observation révèle d'une manière spontanée afin de vérifier la consistance de ce qui est apporté. Rationalisme critique qui implique, selon Popper, deux conditions. Première condition, la transparence. Les données doivent pouvoir être accessibles. Et deuxième condition, la distance critique. On doit pouvoir en débattre et les réfuter, ce qui fait l'essence du travail de défense. La défense d'une thèse, c'est venir partager avec un jury les arguments que l'on a pu produire au terme du travail de recherche, en se soumettant à cet exercice de transparence, d'où vient ce que j'avance, et de débat, accepter la critique, et c'est dans la mesure, c'est à la proportion du débat que la force de vos arguments va pouvoir s'établir. Donc, ça, c'est le cadre général et c'est le cadre de la finalité du travail de recherche. Donc, ce dont on va parler maintenant, c'est comment vous pouvez être aidé dans les activités concrètes qui vont vous conduire à mettre à jour, à faire apparaître la lumière et à exposer vos contributions. Alors, pour en parler, je vais prendre quelques exemples, tous tirés de travaux menés dans le cadre de BSI. Alors, et je les ai organisés à partir de trois types de sources d'informations, de sources de données. Premier type de source, l'exploitation de données existantes. Deuxième type de source, l'exploitation d'entretiens non directifs. Troisième type de source, l'exploitation d'enquêtes par questionnaire. Entre le premier groupe et les deuxième et troisième groupes, eh bien, il y a une différence radicale, c'est que lorsque des données existent déjà, le chercheur n'est pas producteur des données. Il les exhume, il les découvre, tout comme l'historien trouve des archives, des documents dont il va se servir pour essayer de reproduire et de comprendre le monde que ces documents décrivent. Au contraire, lorsque vous menez un entretien ou des questionnaires, vous êtes à l'origine de l'information. C'est-à-dire que vous allez la produire vous-même en allant solliciter des acteurs, en leur demandant de s'exprimer, de donner leur opinion, de vous dire ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent, d'une manière libre et plutôt littéraire, c'est-à-dire sous la forme d'expression de langue, ou d'une manière beaucoup plus formalisée, standardisée, sous la forme de questionnaires, c'est-à-dire en posant des questions dont les réponses sont a priori définies et en les posant un très grand nombre de fois. Alors, les exemples dont je veux parler, Assoumani, 2017, il travaille sur des données économiques provenant des États africains et des agences de régulation de la télécommunication pour décrire le développement des télécoms dans 8 pays africains au cours d'une dizaine d'années. Il a un certain nombre d'intuitions relatives aux obstacles que rencontre ce développement et aux possibilités de les lever. Il va analyser les fichiers en question pour essayer de mettre de l'ordre et ainsi montrer qu'un certain nombre d'idées relatives à l'usage des moyens mis à disposition des acteurs, agents privés ou publics de régulation, peuvent avoir une influence sur la plus ou moins grande rapidité du développement des télécoms. Et à partir de là, il fait un certain nombre de préconisations pour produire les effets attendus par les États. Bass, 2019, travaille dans la sécurité aérienne et de par son métier, il a accès à une base de données des rapports d'incidents aériens dans les aéroports africains.
Son travail consiste à mettre en place et à améliorer les procédures de sécurité. Il a un certain nombre d'idées sur la manière de s'y prendre pour y parvenir, et il va vérifier ces idées en les confrontant à l'analyse de ces rapports d'incidents aériens qui sont déjà écrits et qu'il va simplement récupérer pour ensuite les analyser en les décrivant, les quantifiant. Ces deux thèses font l'objet ensuite de traitements qui sont plutôt des traitements économétriques, modèles de régression, typologie, analyse plutôt statistique. Voyons maintenant deux autres exemples. En matière d'entretien non directive, une des premières thèses de BSI, de Guelmany, qui est directeur de clinique, qui se rend compte que ce métier est très difficile. Il est pris entre les patients, les investisseurs, les actionnaires et les médecins. Et il a quelques idées sur la manière d'améliorer cette situation et de donner des indications sur la manière de se comporter quand on est directeur de clinique. Pour asseoir ces idées, il interroge 30 directeurs de ses collègues des cliniques tunisiennes dans des conversations longues sous la forme d'interviews non directives qui vont lui permettre d'étayer, d'illustrer, de mettre en avant un certain nombre d'idées dont il va montrer qu'elles ne lui sont pas propres, mais qu'elles sont aussi partagées par beaucoup d'autres. Fouda Tahari, 2019, travaille sur l'effet de la culture dans le leadership. Elle a eu l'expérience d'entreprises multinationales et elle s'intéresse en particulier aux leaders marocains, avec comme question, notamment ceux qui travaillent dans des grandes entreprises multinationales, comment s'articulent les spécificités de la culture marocaine avec la manière d'exercer le leadership lorsqu'on est marocain dans une entreprise globale. Elle y parvient en faisant parler 20 dirigeants qu'elle choisit en essayant de faire en sorte qu'ils représentent des cas typiques par rapport au degré avec lequel ils sont engagés dans la culture marocaine ou, au contraire, plutôt fortement marqués par les cultures plus globales. Elle parvient à partir de là de mettre en évidence que, effectivement, le leadership est affecté par les éléments de culture et que ceux-ci tournent beaucoup autour des effets collectifs et du lien entre entreprise et situation familiale, ce qui l'a conduit à faire un certain nombre de préconisations. Ouattara est en train de faire une thèse, c'est une thèse en cours, et actuellement j'en parle parce que je travaille à l'accompagner, sur la certification en Afrique. Il étudie 21 entretiens, j'ai oublié de le noter, il y en a 10 d'entreprises certifiées, 11 d'entreprises non certifiées, et il va chercher comme ça à savoir comment le fait de la certification crée une différence dans la manière dont ces personnes parlent de la qualité et de la performance de leur entreprise, pour pouvoir parvenir à des préconisations. Tous ces travaux s'appuient sur des méthodes d'analyse de données textuelles, d'analyse de contenu, qui sont des méthodes consistant à essayer d'amener de l'objectivité dans l'analyse, la lecture et le traitement de données qualitatives. Dernier groupe d'exemples, enquête quantitative par questionnaire. Donc là, il y a un exemple qui est la thèse de Goumou, qui est une thèse en cours de Bernard Goumou, qui est ici, qui est une très grande enquête menée avec le secours de l'Office national du Niger auprès de 1200 agriculteurs dans une tentative d'écrire une situation représentative de la manière dont les agriculteurs africains perçoivent les risques auxquels sont soumis leur exploitation. Sidibé, 2018, est un administrateur de banque qui interroge 200 administrateurs appartenant à 12 banques maliennes sur la gestion des risques bancaires et principalement l'effet
des modalités de gouvernance sur la manière d'appréhender ces risques. Ces données, qui, elles, sont toutes produites par des questionnaires. Dans le cas de CDB, c'est un questionnaire en ligne. Dans le cas de Bernard Goumout, c'est des questionnaires administrés par des enquêteurs directement sur le terrain, en situation des villages africains, ce qui implique une logistique assez considérable. Que vous trouverez d'ailleurs une description de ce travail dans le livre coordonné par Emmanuel Camden, qui va être justement lancé pendant cette semaine. Donc voilà quelques exemples que je viens d'évoquer. Alors, pour avancer, eh bien, et c'est là où rentre un peu la contribution que je peux vous apporter, qui est celle de la maîtrise d'un certain nombre de méthodes et d'outils qui sont mises à votre disposition grâce au partenariat avec Sphinx et dont vous disposez. Je parle des logiciels Sphinx, des clics, dans leurs différentes modalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette organisation. Vous êtes un certain nombre à les avoir utilisés, à les connaître. Ce sont des outils extrêmement puissants et qui ont comme avantage considérable de se prêter à n'importe quelle des situations que je viens de décrire, hein, aussi bien traiter des données existantes comme des données économiques, que des interviews, que réaliser des enquêtes, comme les derniers exemples que je viens d'évoquer. Je vais, pour illustrer ce type de contribution, eh bien, prendre l'exemple. Alors, je vous ferai passer le PowerPoint que j'ai sous les yeux, et vous voyez qu'en bas des différentes diapositives, vous avez des liens qui renvoient en français et en anglais à des textes qui sont à deux textes qui sont produits dans l'ouvrage en anglais édité par Michel Kalika, qui porte sur la recherche en DBM. Donc vous pouvez vous référer à ces liens, et notamment le lien que vous avez sous les yeux décrivent d'une manière plus approfondie les outils de Sphinx et les types d'usages auxquels ils peuvent conduire. Alors, je clique ici sur ce lien qui va me permettre d'illustrer un peu mon propos en revenant sur l'enquête que vous connaissez, parce que la plupart d'entre vous y ont répondu, sur la crise du management liée à l'épreuve du confinement. C'est une enquête par questionnaire. Donc, si je clique ici, vous allez voir le questionnaire que vous avez déjà peut-être vu, anglais ou français. Alors, si je vais aller en français, donc il est introduit par Michel Kalika. Et ensuite, il y a des questions. Alors, je clique dans le pays du monde, je clique sur, je réponds à cette question. J'ai été, ça a eu un impact sur mon activité, oui ou non. Dans tous les cas, je vais avoir ici des zones de texte où je vais pouvoir raconter mon histoire. Le télétravail a-t-il été possible, oui ou non? Que je clique sur oui ou non, je vais arriver ensuite à une zone de texte qui va me permettre de préciser comment cela s'est passé et d'indiquer aussi la réaction de l'entreprise face au chômage partiel. Cet exemple-là pointe sur un type particulier d'enquête qui est à la fois fermé, c'est-à-dire des formats précis, oui, non, et ouvert. Et vous voyez que quand je clique sur oui, non, tout d'un coup, un champ s'ouvre, ce qui conduit le répondant à être stimulé pour répondre. Direz-vous que cette période de confinement vous a permis de vous extraire de l'opérationnel pour vous concentrer sur la stratégie d'entreprise? Je dis oui, et à ce moment-là, donnez un exemple, etc. Si je dis non, on va aussi poser la question, donner un exemple. Ici, on a un effet d'interactivité qui simule l'entretien et qui va permettre de peut-être de collecter plus de réponses et l'expérience. Alors là, vous voyez ici, je dis, est-ce que la situation présente va changer quelque chose dans l'organisation de votre entreprise? Oui, non, peut-être. Je voulais aller plus loin, ben, je n'ai pas répondu, je dis non, et hop, on me demande pourquoi. Et là, je vais récupérer du... C'est ainsi qu'on a produit ce qu'on appelle une enquête narrative qui raconte une histoire, qui raconte la manière dont les personnes qui répondent ont vécu le confinement. Et puis ensuite, on arrive sur un questionnaire beaucoup plus classique
globalement, diriez-vous que cette crise vous a permis à changer quelque chose dans votre manière de gérer votre entreprise? Plutôt oui. Alors, et là, dans le domaine de la distribution, dans le domaine des systèmes d'information, je vais préciser un peu les domaines dans lesquels j'ai été affecté, comment cette crise affecte la performance de vos entreprises, là aussi, sur la productivité, non, ça n'a pas été bon, sur la productivité, c'est mauvais, etc., ainsi de suite. Et là, je suis dans une partie beaucoup plus classique de questionnaire fermé. Et puis ensuite, la partie corrélative à l'identité. Donc, premier point, où est-ce que j'étais tout à l'heure? Teams. Aïe, je me suis perdu là. Ouais, je reviens. Donc, j'étais sur le questionnaire. Alors, ce questionnaire va conduire à produire une table de données. Donc là, vous la voyez à titre d'exemple. Et elle ressemble aux tables de données que les économistes ont l'habitude de manipuler et que les statisticiens utilisent, mais vous voyez qu'elle comporte du texte. Là, le texte n'est pas très long, mais vous avez les réponses aux questions ouvertes qui sont représentées ici et que je vais pouvoir illustrer en cliquant dessus. Donc ça, c'est les données. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir produire des résultats. Alors, première contribution, collecter les données, fabriquer le questionnaire, vous pouvez le faire avec les outils en question. L'accompagnement là-dessus consiste à préciser, à vous aider à trouver les bonnes solutions, à bien utiliser les outils, à trouver la bonne manière à vous conseiller pour maximiser le taux de réponse, à quel moment on envoie les questionnaires, etc. Il y a tout un ensemble de savoir-faire qui vont permettre que l'enquête est plus ou moins bien réussie selon la manière dont on conçoit le questionnaire, dont on le présente et dont on l'administre. Une fois qu'on a les données, eh bien on va les analyser et vous avez ici une vision synthétique des résultats. Alors, avec la possibilité de présenter ça d'une manière dynamique. Vous voyez, quand je clique sur l'Afrique, je vais avoir une variation des différents résultats ici, qui est l'âge, est-ce que vous avez... Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Était un peu moins affecté en Afrique qu'en Europe. Là, vous voyez, les éléments varient ici. On a la différence entre... Alors, on peut aussi sélectionner les résultats d'une zone selon la taille de l'entreprise. Bon, pour les entreprises je vais avoir les résultats pour les entreprises de chaque taille que je choisis. Donc, on a non seulement une présentation synthétique, on appelle ça une data visualisation, mais également dynamique, puisque je vais pouvoir voir comment les résultats quantitatifs, les données de cadrage, évoluent en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Là, vous voyez que cette enquête, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a un peu plus, il y a pas mal de pays européens, mais il y a aussi plus d'un tiers de pays africains. Et on est sur un bel échantillon qui représente d'ailleurs la diversité de BSI, qui nous permet de décrire des entreprises qui ont vécu cette crise dans des contextes très différents. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on recueillait du verbatim, c'est-à-dire des mots, des textes, des commentaires. Eh bien voilà, ici, l'analyse va par l'usage, par la présentation de mots-clés de ce qu'ont dit l'ensemble des répondants à toutes les questions ouvertes. Alors, on peut faire cette analyse question par question. Ce qui est très important, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si je clique sur le mot personnel ici, qui est utilisé 112 fois parmi les 291 répondants, eh bien, personnel, je vais pouvoir aller voir le verbatim correspondant à ce que nous ont dit les répondants en ce qui concerne le personnel. Donc là, j'ai un moyen de découvrir mon corpus par entrée lexicale, comme on dit, en fonction des mots que je recherche. Et donc, je peux presque m'arrêter là pour aller chercher du verbatim, le sélectionner et faire du commentaire de ce que j'ai obtenu.
Alors ça, ce serait faire du travail purement qualitatif. Alors ici, il y a de l'analyse sémantique. On voit que les thèmes les plus fréquents sont travail et production, traitement de l'information, finance, commerce, biens. Donc l'idée du télétravail et de l'emploi apparaît nettement ici dans ce que donne l'analyse sémantique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est vous indiquer les méthodologies plus avancées d'analyse de données textuelles qui permettent, à partir de données qualitatives, eh bien, d'une manière objective, de rendre compte de contenu. Par exemple, ici, on met en évidence 4 grands types de préoccupations: le télétravail et l'usage des solutions digitales, les réactions et les mesures prises, la réorganisation de l'activité, et puis la nécessité de faire face au confinement. Et à partir de là, on va pouvoir plus en détail analyser chacune des réactions. Donc, et on donne une restitution ici assez quantitative, mais j'aurais pu me contenter de faire du travail purement qualitatif à partir de l'examen des commentaires. Et si je vous renvoie, vous verrez dans le livre sur la crise qui est publié là, ce moment à Vils, eh bien, il y a 2 articles qui sont faits à partir de 2 chapitres qui sont faits à partir de ces données. L'un purement qualitatif qui utilise cette ressource et l'autre beaucoup plus fondé sur l'analyse de données textuelles qui utilise ce type de ressources. Je vous ai donné là une idée de la manière dont vous pouvez vous engager dans le processus de travail. Bon, il faut que je retrouve il faut que je vous retrouve là. Comment on fait pour tac, pour que je revienne. Aïe. Comment je reviens à mon PowerPoint? Aïe. Voilà, j'y suis. Voilà. Donc, ceci, ça a illustré la contribution des outils au travail d'articulation entre les idées et les phénomènes. Alors, je vais maintenant vous parler, dans la dernière partie de l'exposé, avant qu'on ait un peu de temps pour échanger, de BSI Lab. Alors, BSI Lab, c'est un lieu virtuel au sein de la communauté des chercheurs du Business Science Institute que j'anime principalement avec quelques collègues, notamment Stéphane Ganasselli, et puis d'autres membres du corps professionnel avec lesquels je mets certains chercheurs en relation sur des domaines de méthode qu'ils maîtrisent bien. Le but du BSI Lab, c'est de permettre aux doctorants de sortir de leur isolement en discutant avec d'autres, un peu par mon intermédiaire. Alors, le but est d'accompagner, faciliter, faire progresser à tous les stades de la recherche, quelle que soit l'approche quali ou quanti, pour choisir les méthodes les plus adaptées et utiliser au mieux les outils à votre disposition. Donc là, il n'y a aucune option privilégiée quant à l'approche, quant aux méthodes. Je vous oriente et je vous accompagne autant sur du quali que sur du quanti, aussi bien dans une approche littéraire que quantitative. Vous allez me dire, ouais, mais vous savez tout faire. J'ai beaucoup d'expérience. Je ne vous dirai pas que je suis extrêmement pointu dans chacune des méthodes, mais j'ai une bonne compréhension de leur pertinence et de leurs usages selon les circonstances en question. C'est ainsi que je peux vous accompagner et vous faire progresser d'une manière utile dans ce domaine-là. Ceci ne peut se faire que sur la base de vos apports. Ce que j'appelle des apports, c'est des données. Si vous avez des données externes, des fichiers Excel. Par exemple, à Soumana, il m'avait envoyé un fichier Excel et c'est comme ça qu'on a pu commencer à discuter. Des transcriptions d'entretien. Delmani, il m'envoie un fichier de données. Un premier jet d'un questionnaire. Par exemple, Bernard, il nous avait envoyé un questionnaire qui a été un peu amélioré et ensuite on a eu les données. Question de recherche et intention précise, et c'est ça le point clé. Je ne peux vous aider que si je sais ce que vous recherchez. Donc, si vous n'avez rien, et si vous ne savez pas précisément ce que vous cherchez, je vous écoute, on échange par mail, mais je vous dis, bah non, je peux pas, il faut que vous m'en donniez plus. Il faut que vous apportiez plus. Donc, cet accompagnement est à proportion des apports. Deuxièmement, c'est un soutien purement méthodologique. L'orientation de la recherche et le choix de l'approche appartient aux chercheurs, vous appartient, et au superviseur, au directeur de recherche. Mon rôle n'est pas de vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le sujet.
Mon rôle est de vous apporter des conseils qui ne portent que sur les modalités de mise en œuvre. Ils sont accompagnés de première mise en œuvre et explicitation des procédures utilisées. Donc, par exemple, sur le travail sur la certification, donc Ouattara, il m'a envoyé un fichier Word et je lui renvoie un site un peu comme celui que je vous ai montré sur l'enquête Covid, avec la constatation pour lui de ce qu'il peut obtenir des outils que j'ai commencé à mettre en place pour lui. Et notamment, comment il peut naviguer dans son verbatim. Enfin, l'interprétation des résultats revient aux chercheurs et non pas aux gens de BSI Lab qui, en vous accompagnant, pourraient vous dire, voilà ce que vous pouvez dire à partir de ça. Tout ce qu'on pourra vous dire, vos données, elles sont de bonne qualité ou pas, oui. On vous dira, non, les données ne sont pas bonnes, vous ne pouvez rien sortir à partir de ça. Et malheureusement, c'est parfois le cas. Et dans ce cas-là, on arrête. Ce soutien purement méthodologique, il est offert à tous les doctorants. Vous avez droit à au moins 1 heure de discussion avec moi, alors par mail ou par Skype, toujours sur la base d'apports. Et puis, ça peut s'arrêter là, ou ça peut aller un peu plus loin dans l'orientation vers tel usage du logiciel, et à ce moment-là, il va falloir que vous appreniez à vous en servir, vous vous formiez au logiciel. C'est tout à fait possible, mais ça prend du temps. Je vous aurais aidé en vous montrant la partie sur laquelle il faut vous former, parce que je vous dirais, c'est surtout ça qu'il faut faire. Et puis, si vous n'avez pas le temps, vous avez aussi la possibilité de sous-traiter à Sphinx Institute, qui est le partenaire de BSI, une partie du travail de collecte ou d'analyse des données. Alors, en effet, vous bénéficiez dans le cadre du partenariat BSI Sphinx de tarifs spéciaux pour la délégation aux chargés d'études de Sphinx de tâches techniques de collecte ou d'analyse de données, définies par un cahier des charges précis. La rédaction du cahier des charges est un préalable. Donc c'est un peu comme vous avez pu en avoir l'expérience dans une entreprise, eh bien on sous-traite à un cabinet de consultants ou de chargé d'études une étude qui consiste à chercher de l'information et ensuite le cabinet d'études va produire cette information et va vous remettre les résultats que vous aurez ensuite la responsabilité d'analyser. L'accès à ce service préférentiel est soumis à 2 conditions. Première condition, l'accord de votre superviseur sur le cahier des charges. Ou même sur l'opportunité de faire ça. Si votre superviseur considère que non, c'est à vous de mener vous-même la recherche, s'il le pense, c'est qu'il sait que vous en avez la capacité, et à ce moment-là, il a raison de vous dire, non, faites un effort, et vous soutiendrez une meilleure thèse que si vous vous faites aider. Maintenant, il se peut que vos ambitions soient telles que, compte tenu des charges de travail que vous avez, eh bien, ça ne vous est pas possible de vous former d'une manière approfondie et de mettre en œuvre l'ensemble des tâches très preneuses de temps qu'implique l'usage de ces outils. Première condition, l'accord du superviseur. Deuxième condition, la vérification préalable par un animateur du BSI Lab que le cahier des charges est cohérent avec votre question de recherche et de qualité suffisante pour que les prestations demandées aboutissent. Si on s'aperçoit que vos données vos questions sont confuses et surtout que vos données sont insuffisantes, que vous ne pourrez rien en tirer de sérieux, à ce moment-là, on vous dit non. On vous dit, non, en tout cas, vous ne bénéficiez pas d'accord préférentiel. Il faut que vous apportiez quelque chose de plus consistant, sinon vous risquez d'être déçu et ça ne peut pas se faire. Alors, ceci étant dit, la prestation de Sphinx est purement technique. Elle comporte le choix de la technique la mieux adaptée et sa mise en œuvre dans les règles de l'art. Les résultats communiqués sont assortis d'explicitations sur les méthodes utilisées, sur les modalités de lecture et de compréhension des résultats obtenus. Ils sont mis en forme de telle sorte à être communiqués en ligne et à servir ainsi de pièces annexes à la thèse. Ceci est très important.
souvent, les thèses souffrent d'une difficulté à être lues du fait de la surabondance de pièces techniques, de tableaux, de stats, qui rendent la difficulté très difficile, la lecture très difficile, si ce n'est incompréhensible, sans un travail long et lourd pour le lecteur pour comprendre ce qui se passe. Plutôt que de mettre tous ces résultats dans la thèse, il vaut mieux les mettre en annexe. La responsabilité du chercheur consistant à sélectionner dans l'ensemble de ce matériel la possibilité, enfin les quelques éléments qui vont lui servir de preuve. Et c'est déjà un travail d'interprétation important. Eh bien, ce que Sphinx vous communique dans ce cas-là, c'est une sorte d'annexe à mettre à la thèse, disponible en ligne, commentée uniquement du point de vue de la nature des méthodes mises en œuvre et de la manière de lire les résultats obtenus, et que vous pourrez adjoindre comme pièce à l'appui, en annexe, du travail de collecte et d'analyse de données qui a été fait. Ceci étant, les commentaires et l'interprétation sur le fond, ce que vous mettez dans le corps de la thèse, sont de la seule responsabilité du doctorant.